On a tous vécu des frustrations par rapport à quelqu'un qui est en position de pouvoir par rapport à nous. On a tous vécu un sentiment d'incompréhension souvent. Puis ça n'a pas rapport au fait qu'on est fragile, ça n'a pas rapport au fait qu'on aimerait ça être plus chouchouté, ça a rapport au fait qu'on aimerait ça être compris puis mené à notre plein potentiel. Le comédien Gilbert Sicotte, enseignant au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, a récemment été accusé d'abus de pouvoir et de harcèlement psychologique par d'anciens étudiants. On lui reproche des crises de colère, de la violence verbale, du bullying, ce à quoi plusieurs rétorquent qu'au fond, il y a plusieurs milieux qui demandent des méthodes pédagogiques rudes, frontale, confrontante. On cite évidemment le théâtre, mais on pense aussi au sport. Mais est-ce que cette culture-là est pour autant nécessaire? On en discute avec deux personnes qui ont les mains dedans. Fabrice Ville, le fondateur de l'organisme Pour 3 points, qui transforme des coachs de sport en coachs de vie pour étudiants en milieu défavorisé. Et Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, humoriste et comédien qu'on peut voir notamment dans la série Like Moi. Philippe Audrey, la semaine dernière, tu as publié sur urbania.ca un article intitulé « J'ai été l'élève de Gilbert Sicotte ». Tu y racontais tes années au conservatoire. Quels moyens pédagogiques prévalaient à l'époque? À l'époque, c'était vraiment axé sur l'autonomie, c'est-à-dire que le professeur arrivait avec sa technique, son enseignement, puis après ça, il y avait l'espèce de cliché de ça, tu fais du magasinage, c'est-à-dire que tu prends ce que tu veux dans ce que le professeur t'enseigne. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Il n'y a rien de mal là-dedans. Le problème étant que quand il y a un problème de dialogue entre le professeur et toi, c'est là où il y a un problème. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas une conscience complète. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas une sensibilité peut-être aussi importante qu'aujourd'hui sur la compréhension, la sensibilité de l'élève, puis l'écoute aussi. Donc, on tombe rapidement en confrontation. Oui, ou en fait, rapidement, l'espèce d'ambiance qui se crée dans une classe, puis je l'ai vécu aussi à l'école de l'humour, c'est qu'il y a comme une hiérarchie qui se crée assez rapidement. Moi, c'est en l'espace de quelques semaines. Là. Soit dans l'appréciation des étudiants, ou soit carrément dans l'appréciation des professeurs par rapport aux étudiants. Puis là, tu espères juste être du bon côté, disons, de la clôture. C'est quelque chose qui existe aussi dans le sport. Oui. Est-ce qu'il y a bien des coachs qui devraient être suspendus comme Gilbert Sicotte l'a été? Bien, c'est intéressant. Certains comportements qu'on voyait dans le cas de Gilbert Sicotte, c'est des comportements qui sont courants dans plusieurs contextes. La fameuse expression « je vais te casser on pourrait penser que ça vaut une suspension puis se scandaliser, mais la vérité, c'est qu'en contexte de sport, je pense que la plupart des coachs ont déjà utilisé cette expression-là. Donc, c'est assez répandu qu'il y ait en fait des approches pédagogiques qui ne sont pas tout à fait positives. Moi, en contexte sportif, c'est sûr que l'abus physique, c'est le pire, ou l'abus sexuel, c'est le pire, mais verbalement, les commentaires qui sont parfois émis sont problématiques. Le coach qui dit aux jeunes, bien, si vous perdez, on va courir tout le long de la prochaine pratique. Juste ça, c'est hyper violent pour un jeune de 12, 13, 14, 15 ans. Puis de se dire, c'est ça qui m'a chicoté, puis ce que j'ai aimé dans ton approche, dans l'article, c'est de se dire, bon, bien, oui, il y a une approche punitive, donc on peut suspendre un coach, mais la vérité, c'est qu'on les suspendrait tous s'il fallait que ça arrive. Puis ce que ça prend, c'est plus une question de sensibilisation, d'éducation, ce qui est vraiment, vraiment manquant. À dire qu'il faut juste punir les mauvaises approches, c'est pas réaliser que c'est beaucoup plus répandu qu'on le pense, en fait, les approches pédagogiques qui sont négatives. Mais pourquoi, si elles sont si répandues, ça doit être parce qu'elles sont efficaces d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a le moindre côté positif? Bien, tu vois, moi, il y a beaucoup de mes collègues de classe, puis même des acteurs que je connais qui sont sortis du conservatoire, puis même il y en a qui sont sortis par rapport à l'histoire qui concerne Gilbert, qui ont dit que Gilbert, c'est un grand prof. Puis cela dit, c'est vrai, Gilbert, quand ça cliquait avec lui, un acteur progressait de façon phénoménale. Okay. Tu sais, t'es un professeur, tu vois que tu as des acteurs qui passent de là à là grâce à ta technique, bien, t'es pas fou, là, tu vas continuer à faire ça parce que tu te dis, je vais prendre la chance que ça fonctionne. Puis ce qui arrive, en fait, c'est que ça fonctionne si on se concentre sur le résultat. Ouais. Donc, si on se concentre sur la victoire, si on se concentre sur un esprit de performance, ben c'est un peu l'approche carotte-bâton. Tu disais à quelqu'un, je te donne une carotte si ça fonctionne, je te fouette si ça ne fonctionne pas. La personne va performer. Okay. Et ou elle va crasher. Alors, c'est ça qui arrive. Ça ne prend pas en compte une bonne pédagogie qui considère les besoins de l'individu. Donc, autant en coaching, en enseignement, d'être en mesure de dire, mais l'individu se situe où, puis comment on l'accompagne. Fait que même quelqu'un qui performe bien peut avoir des problèmes personnels en résultant d'une approche pédagogique qui est négative. Donc, l'enjeu, vraiment, c'est de se creuser la tête, de se dire, mais on veut quoi en éducation? Est-ce qu'on veut du monde qui performe? Puis oui,
Mais est-ce qu'on veut des gens heureux puis bien dans leur peau? Puis c'est ça, c'est là où, en fait, on se pose des questions. À la blague... C'est une bonne question, je veux dire. Dans une équipe de basketball ou de football ou dans une troupe de théâtre, est-ce qu'on veut des gens épanouis ou on veut des gens qui performent? Je pense qu'on peut avoir les deux. Mais moi aussi, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est que reste que, comme en sport, le théâtre, il y a une notion d'équipe, il y a une notion de communauté. Ultimement, là, ça va être quasiment une erreur si tout le monde est malheureux puis que le spectacle est bon, ou si, je sais pas si... mais ou peut-être, je suis moins en sport, là, mais si tout le monde est malheureux puis on a une victoire éclatante, ça risque d'être plus une erreur que quand tu as un esprit d'équipe fort, qu'il y a un esprit d'écoute, il y a un esprit genre de bonheur. Ben c'est beaucoup plus facile de travailler. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je travaille. Quand on parle de qu'est-ce qui motive un individu, généralement, les éléments de motivation extrinsèques, donc les bonnies, la pression, ça fonctionne pour avoir un résultat immédiat, mais ça crée un stress chez l'individu. Mais quand on parle de qu'est-ce qui motive la personne profondément, quand on parle de qu'est-ce qui, en fait, rend la personne heureuse, ça fait en sorte qu'on a vraiment un meilleur impact ultimement. Parfois, en fait, ça prend plus de temps, puis c'est là où c'est confrontant. Parce que l'enseignant qui veut un résultat immédiat, il est parfois pas prêt à vivre toute la patience que ça prend jusqu'à ce que le papillon, en fait, ou la chenille devienne un papillon. Mais ça prend du temps, puis il faut le cultiver. Donc, les meilleurs pédagogues, ils comprennent cette patience-là. En même temps, au théâtre comme dans le sport, il faut aller stimuler des zones sombres de compétition, de rage ou de tristesse, dépendamment du jeu. Est-ce qu'il y a moyen d'aller stimuler ça chez des étudiants sans nécessairement les confronter directement? Bien, en fait, le message, c'est pas de dire on crie jamais sur un jeune. En contexte de sport, avec la vitesse d'exécution, tu peux élever la voix, mais pas pour rabaisser l'individu. C'est parce que le contexte demande qu'il y a une foule, puis on va parler fort parce qu'il faut que le jeune t'entende. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, oui, il y a des moments où il faut que tu ailles chercher le jeune, en tout moins sans le rabaisser. Et ça dépend toujours de l'individu. Puis c'est là où il faut prendre en compte la réalité de chaque jeune. Moi, j'ai un jeune que je coach il y a 12 ans. Et c'est notre meilleur joueur, puis il a la tête enflée comme ça. Bien, j'ai eu une conversation avec lui en disant « Regarde, je t'aime beaucoup, t'es vraiment bon, mais t'es vraiment pas si bon que tu le penses. » Puis, non, mais c'est une conversation réelle, puis dire « Regarde, c'est parce que là, tu fais rien, parce que tu penses que t'es meilleur que tout le monde, mais t'es pas si bon que ça. Puis si tu veux t'améliorer, il faut que tu descendes. » C'est une conversation très ouverte. Mais cette même conversation-là, je peux pas l'avoir avec le joueur qui manque de confiance. Je vais l'avoir avec le jeune qui est capable de le prendre de façon honnête. Donc, c'est toujours à savoir quel est l'impact que ça va avoir sur l'individu. Donc, ça prend une sensibilité pour jouer un peu avec tout ça. Il n'y a pas une approche unique, c'est de regarder le jeune puis se dire, bon, bien, on agit en fonction de qu'est-ce qui va être bénéfique pour chaque jeune. Moi, en tout cas, je pense que c'est ta responsabilité, en tout cas en tant que pédagogue ou en tant qu'entraîneur, mais c'est ton travail à juste part, là, qui fait en sorte que ce jeune-là a besoin de ce moyen-là, lui, un autre. Puis, je parle pas à travers mon chapeau parce que, premièrement, j'ai été professeur. Mes parents sont professeurs. En tout cas, on est des professeurs depuis des générations dans ma famille. Fait que ça a toujours été extrêmement important dans ce sens-là. Fait que cette notion-là, puis c'est pour ça que moi, au conservatoire, j'avais beaucoup de difficultés par rapport à ça, parce que j'étais comme, tu me mets dans un format. Alors que, puis c'est pas en passant, j'ai lu beaucoup les commentaires des gens sur Internet par rapport à mon texte, qui étaient comme, il faudrait créer des safe space, puis tout ça, puis avoir un suivi psychologique après chaque cours. Puis tu fais, bien, premièrement, si les étudiants sentent le besoin, c'est bien correct, mais c'est vraiment pas ça. C'est juste l'idée de prendre quelqu'un puis de l'amener à son plein potentiel. Puis chaque humain est différent. On a tous vécu des frustrations par rapport à quelqu'un qui est en position de pouvoir par rapport à nous. On a tous vécu un sentiment d'incompréhension souvent. Puis ça n'a pas rapport au fait qu'on est fragile, ça n'a pas rapport au fait qu'on aimerait ça être plus chouchouté, ça a rapport au fait qu'on aimerait ça être compris puis mené à notre plein potentiel. C'est vrai pour tout le monde, en contexte de travail. Exactement. C'est pas juste de l'enseignement. Il y a des liens très forts entre le leadership en gestion et l'enseignement. Puis tout le monde est humain, tout le monde veut être respecté, tout le monde veut être vu. Donc c'est ça un peu qui est la revendication. Puis un des enjeux auxquels on fait face, il y en a des barrières. C'est, de un, la sélection des enseignants. En contexte des coachs, les entraîneurs, l'entraîneur typique, c'est souvent le jeune de 20, 21 ans qui est payé 1000 $ par année. On lui dit, regarde, t'aimes ton école, il faut que ça te tente de coacher. La personne n'a aucune espèce d'idée des notions pédagogiques qui sont nécessaires. Mais même en enseignement, quand on réalise que la cotère la plus basse, en fait, le programme qui demande la cotère la plus basse, c'est l'enseignement. Fait que, à la base, on sélectionne des individus qui souvent n'ont pas la capacité de jouer ce rôle-là.
Donc, c'est une énorme ou du moins, barrière. on leur offre pas les outils pour Mais apprendre. il y a identifier les bonnes personnes et après ça, c'est les formations. Donc, c'est de former des gens pour être en mesure d'avoir une approche qui est beaucoup plus centrée sur les besoins de l'individu, qui est beaucoup plus sensée. Puis ça, c'est pas juste des techniques avec un outil où on dit, mais voici comment ça fonctionne. Ça demande un travail sur soi. Parce que quand on agit comme ça, souvent, c'est parce que des fois, on a des bébés à l'intérieur qui font en sorte qu'on gueule sur quelqu'un, mais il faut travailler là-dessus nous-mêmes. Puis pour terminer, avez-vous un conseil pour un étudiant ou une étudiante qui, en ce moment, connaîtrait cette situation de violence psychologique? Déjà, il faut que l'institution permette une sorte de, pas dénonciation, mais en tout cas des plaintes, une dénonciation des plaintes, ou en tout cas écoute les étudiants puis les prennent au sérieux. D'abord et avant tout, ça doit commencer par là. Ça doit commencer par une remise en question de plusieurs institutions. Parce que c'est facile quand tu es attaqué de faire hey, les autres ne comprennent pas, ils savent pas c'est qui, puis je vais continuer de même parce que de toute façon, on a réussi. Mais il faut que l'institution, selon moi, dans laquelle l'étudiant souffre, soit assez ouverte pour qu'il se sente à l'aise d'en parler. Déjà ça. Ensuite, l'étudiant qui, par exemple, se retrouve dans une institution qui permet justement de parler, de s'ouvrir, bien, de ne pas hésiter. Puis l'autre chose, c'est que, mettons que tu n'es pas dans une institution comme ça, moi, je pense que je crois beaucoup à la force du nombre. Puis il y a des grosses chances que si tu te sens tout seul, tu ne l'es pas, ou en tout cas, il y a des gens qui sont témoins de ça, puis d'en parler aux gens qui vivent la même réalité que la tienne. Aussi d'écouter des fois tu sais, moi, mes amis, je parlais de mes difficultés au conservatoire. Mes amis, ils m'apportaient un autre point de vue, ceux pour qui ça allait bien puis que ça marchait. Ils m'apportaient un autre point de vue. Puis ça m'aidait. Fait que d'en parler aux gens avec qui tu vis ces épreuves-là, d'après moi, ça peut être un baume, puis ça peut vraiment aider parce que ou bien ils vont te protéger, ou bien à un moment donné, tu vas faire ah, lui aussi, OK, on est rendu 5, là, il me semble, sur une classe de 9. À pas triper, ça veut dire qu'il y a un problème puis on a une crédibilité. Je partage tout ce que Philippe dit, et puis je remettrais aussi un peu de la responsabilité aux gens en situation d'autorité, les enseignants, les professeurs ou autres. Il y a des gens qui sont en situation de pouvoir qui pourraient simplement prendre le temps régulièrement de poser la question à leurs élèves. Est-ce que ça se passe bien? Comment tu te sens dans notre relation? Des fois, on a peur de le faire parce qu'on ne veut pas entendre la réponse. Mais juste faire ça va créer un climat qui peut-être peut être beaucoup plus positif parce que les jeunes vont se sentir écoutés. Fait qu'on souhaite des remises en question, une pédagogie plus à la carte qui ne met pas nécessairement de côté la confrontation, mais qui valorise la confrontation respectueuse dans le dialogue. Tout à fait. Parfait, on le fait. C'est réglé, on a réglé ça comme ça. Merci à toi. Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, je nous souhaite une année 2018 remplie de changements.